Bonjour et bienvenue à ce 5e épisode du podcast québécois sur la musique de jeux vidéo Alt F4. Et je suis en compagnie, tel un foreur de diamants dans une mine de charbon, je vous emmène ce trésor qui est Antoine Pidge en personne. Je suis très sale. Ouais, mais les gens qui minent du diamant, là, c'est de l'argent sale. Ça, c'est vrai. Blood Diamond. C'est pas propre. Pire que moi en ce moment. Et votre humble deuxième animateur, Mox. Mox Jacques, j'allais dire Pidge à nouveau. Genre, imagine 2 Pidge. Nice. Non. Après. Non, Aïe, aïe. j'imaginerais pas ça. Mais moi, moi, je suis prêt. Double Pidge au doigt. On a pour aujourd'hui un sujet qui vient de notre recherchiste, parce que, écoutez, on est rendu avec une grande famille qui nous entoure. Un sujet qui n'est pas de notre cru. C'était très intéressant comme idée. C'est allé chercher vraiment hors des sentiers battus. On nous a proposé de la musique de jeux qui est très bonne dans des jeux qui sont dégueulasses. De là la référence de trouver le diamant dans le charbon. En fait, c'est dans les cailloux, je pense. Je comprenais pas. C'est pour ça que je disais ça. Là, je comprends ce que tu Donc, veux dire. ouais, Pidge et moi, on est allés faire de la recherche sur justement des jeux qui ont pas le droit d'avoir des aussi bonnes bandes sonores. C'est interdit. Puis je pense que je vais faire une petite mise en garde juste avant de commencer. Si on parle de votre jeu préféré, là, puis qu'on dit qu'il est pas bon, là, je m'excuse. Tout est relatif. Hein, C'est ça. C'est comme j'allais dire un peu la même chose, que c'est pas nécessairement... Bon, vraiment, c'est relatif, c'est sûr. C'est très subjectif. Chacun a ses goûts. Là, c'est vrai pour la musique aussi. Il y en a qu'on va trouver poche, puis d'autres vont la trouver bonne, ou vice-versa. Mais je pense qu'il y a beaucoup des jeux qui sont pas nécessairement un total échec comme jeu, mais souvent qui vont avoir été un petit peu underwhelming, là, si on peut dire. Là. On pensait qu'elle allait être que ça allait être plus hot que ça, puis finalement c'est assez moyen comme jeu, alors que la musique est complètement pas de bon sens dans la tête des fois. Ouais, c'est des bons exemples de ça pour vous. C'est pour ça que je ris déjà, c'est parce qu'il y en a que ça n'a aucun sens. Puis d'ailleurs, pour donner un exemple, quand on faisait nos recherches, le jeu Final Fantasy Mystic Quest revenait vraiment souvent. Pidge et moi, on était en colère à chaque fois parce que c'est vraiment un bon jeu. Moi, j'ai aimé ce jeu-là. Certes, plus linéaire que les autres Final Fantasy, mais reste un bon jeu. Ben oui, excusez l'anglicisme, c'est Baby's First Final Fantasy. Là. C'est pas très compliqué, c'est linéaire, mais la musique slap. La musique slap. Ce n'est pas Nobuo, mais ça slap quand même. Non, on a dit qu'on n'en parlerait pas, et le voici, ce petit moustachu japonais. Exact. On name drop d'infos. Ça fait que c'est ça. Ben, on commence tout ça tranquillement. Ben ouais, tu peux commencer avec ton premier extrait. On commence ça. Je vais, comme d'habitude, je pense que je vais continuer le pattern qu'on faisait. Je vais faire jouer l'extrait, le laisser un petit peu, puis après ça, baisser le son, puis parler de tout ça. Excellent. Je vous pars ça. Je te voyais venir. Puis je me regardais parce qu'il voulait. Ouais, c'est ça, parce qu'il voulait que le petit drop, on l'entende. Je comprends. Bon, donc, il s'agit du jeu Draken. C'est un jeu qui date de... là, j'ai 3 années, en fait, puis je vais expliquer pourquoi. J'ai 89, 90 et 91, parce que, en fait, c'était un jeu qui a été développé à la base pour comment ils appelaient ça, les ordinateurs de l'époque. Là, il y avait, il l'avait pas sur le Commodore 64, mais du style Commodore 64. Je pense que c'était pour DOS. Oui, pour DOS en général. Mais il y avait certaines consoles aussi qui ont juste existé au Japon. Moi, dans ceux que je me suis noté, donc Amiga, Atari, DOS, puis Super Nintendo aussi. Donc, il y a eu un port Super Nintendo.
C'est un jeu de la compagnie Infogrames, donc qui est une compagnie française. Le jeu a été fait en français à la base. Et c'est là que ça devient un peu mélangeant. Parce que comme le jeu a été développé pas pour le Super Nintendo, à la base, c'était vraiment donc plus les ordinateurs domestiques. Il a été fait en français. Les Japonais ont évidemment voulu faire un port de Super Nintendo pour ce jeu-là. Donc, l'ont repris, l'ont traduit du français au japonais, et ensuite, la traduction s'est faite du japonais à l'anglais. Fait que là, vous comprenez que l'histoire, là, elle devient un peu mélangeante dans tout ça. J'ai regardé un peu, puis ça, c'est vraiment pas clair quand tu joues la version Super Nintendo, mais à la base, l'histoire, c'est des aventuriers qui se retrouvent échoués sur une île où vivent des dragons et un genre de peuple de lézards qui seraient les genres de cousins éloignés des dragons. Puis là, qui, pour une raison que j'ignore, sont comme méchants. Puis là, tu finis par les péter parce que y a tu veux sauver l'humanité un peu. C'est ça, un jeu sur la colonisation. Ben ouais, c'était un peu... ça se peut, hein? C'est français. Oh mon Dieu, t'es allé là. Ben regarde, je veux dire, on est tous coupables. Hein? Ah oui. Fait que, ben c'est ça. C'était compagnie Infogrames, je l'ai dit. Là, j'ai essayé de trouver le compositeur. Ça a été un petit peu compliqué. J'ai des noms français, des noms japonais. Fait que je vais dire, je vais dropper une couple de noms. La conception du jeu, donc la version pour Amiga et Atari et compagnie, donc français, ça a été fait par Stéphane Baudet, Richard Bollet, Michel Royer et Laurent Salmenon. Et puis, il y a le nom que j'ai comme compositeur sonore de la version Super Nintendo, qui est, en passant, ce qu'on écoute, c'est la version Super Nintendo. Il n'y a pas tous les mêmes thèmes. C'est Hiroyuki Masuno, en tout cas, ouais, ça. Mm-hmm. Puis je pense que c'est lui qui a fait la musique, en tout cas de ce qu'on a pu voir, c'est compositeur sonore. Là. Donc, selon ce qu'on a trouvé comme information, parce que exact. Ça a l'air facile là, comme ça, mais des fois c'est dur de trouver les crédits pour un jeu qui est pas tant bon. C'est ça. Puis là, j'en viens au jeu. Donc le gameplay du jeu, c'est un 3D RPG, croyez-le ou non. Où on a on a 4 aventuriers, puis c'est un peu genre, il y a Merlin, Arthur, puis comme 2 autres de légendes qui sont pas le roi Arthur. Okay. Je pensais qu'il avait inventé 2 nouveaux bonhommes dans la légende arthurienne. Non, ben, je me rappelle plus des autres, là, mais il me semble que, bon, ça c'est les personnages de base, mais tu peux aussi créer des bonhommes. D'ailleurs, la toune qu'on entend encore en ce moment, c'est la toune du character making. C'est quand tu es en train de faire ton bonhomme en début de game, probablement une des tounes les plus upbeat du jeu. T'es super hypé de faire ton bonhomme pis t'as aucune idée de ce qui t'attend. Ben non, t'es comme, hey, ça va être vraiment malade ce jeu-là, j'écoute la toune. Puis bon, c'est pas une catastrophe totale ce jeu-là. J'ai joué, d'ailleurs dans ma liste, c'est le seul que j'ai vraiment joué. Puis bon, j'ai joué sur émulateur la version Super Nintendo. C'est somme toute un jeu correct, mais à cause de l'époque et des limitations du moment, je pense qu'il visait faire quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus complet que c'est peut-être. Bon, premièrement, on a à peu près rien d'informations quand tu commences. Classer les jeux de l'époque, t'as pas de tutoriel, t'as pas rien. Tu te perds dans le menu tout le temps parce que toutes les actions que tu fais, il faut que tu fasses start, tu choisis un petit icône dans le menu, genre peser sur quelque chose, puis là, tu pèses dans l'affaire. C'est vraiment long, là, tout ça. Puis tu commences, puis t'es comme dans l'overworld, là, t'es dans c'est assez open world, somme toute. Mais là, tu te promènes, puis t'as des random encounters. Donc, là, je dis tout ça en anglais, mais en même temps, c'est des termes qui sont bien jeux vidéo. Mais quand la manière que tu me parles, j'ai l'impression, parce que les vieux jeux d'aventure à l'ordi, mettons, sur DOS, qu'il fallait que tu marques / take stone pour prendre des affaires. Ouais. On dirait qu'ils ont essayé d'adapter ça sur la SNES, puis la traduction, en tout cas, l'espèce de comme version SNES, ça a comme mal fonctionné parce que c'était avec un UI. Là, avec un UI puis une manette. Ouais. Parce que, genre, jouer sur Amiga avec une souris, ça devait être pas mal plus pratique quand même. Ah, définitivement. Il y avait une souris pour la SNES, je pense. Oui, c'est vrai. Ouais. Ben, pour Mario Paint, entre autres. Ben oui, pour Mario Paint. Le fameux Mario Paint, il y avait ça. Le fameux jeu musical. Oui, ben t'as plein d'autres jeux que tu joues jamais parce que c'est vraiment écrire la musique qui est le plus fun dans le jeu. Tout le monde a joué au jeu de l'affaire de la tapette à mouche. La tapette à mouche, ouais, c'est vrai. T'avais une couple d'affaires Ce fameux jeu. Ce fameux jeu full excitant. Puis, donc, c'est ça. Ça fait que, bon, il y a un petit peu tout ce qui est UI et c'est vraiment pas user-friendly. C'est assez compliqué de s'y retrouver dans tout ça. Puis là, tu commences, puis
c'est en 3D de Super Nintendo et très Super Nintendo, jeune Super Nintendo. Là. Ouais, Le début, là, pas Mario RPG. Pas Star Fox, pas 3D Star Fox. C'est ça, c'était vraiment bien pire que ça. Puis quand Puis quand tu te promènes, donc, puis tu vois pas tes personnages, tu es un peu en première personne. Puis donc, quand tu rencontres des monstres, ben là, tu vois tes 4 bonhommes qui sortent de l'écran. Puis qui sont à la base, qui agissent tout seuls. Donc, tu peux leur dire, toi, tu vas lancer des sorts, toi, tu vas attaquer, des choses comme ça. Puis, le problème avec ça, c'est que tu commences le jeu, tu te promènes, tu tombes sur un combat où tes gens, ils agissent tout seuls. Puis, ils se font souvent péter. Puis quand quelqu'un meurt, tu peux pas il est mort. C'est fini, il est mort. Moi, j'ai joué à l'émulateur, fait évidemment, j'aurais pas de sauvegarder, puis de loader, puis parce que sinon, j'aurais pas de fun. J'aurais arrêté avant. Puis des fois, t'as des monstres qui sont juste des genres d'hommes lézards, puis que tu pètes, qui sont pas trop difficiles. Puis à un moment donné, tu te promènes, puis t'as un dragon qui t'attaque, que tu peux pas, qui fait juste tuer toute ton équipe. Des fois, t'as c'est quoi l'image? C'est un genre de grosse tête de loup démon, genre, qui lance des lasers avec ses yeux. C'est bien terrifiant. C'est quand même terrifiant, là. Puis là, tu peux rien faire. Là, il pète aussi, il est ben trop fort. Puis là, en tout cas, dans la version de base, t'as même pas de map. Tu peux pas regarder la map. Tu sais pas dans quelle direction tu te diriges. C'est vraiment, là, bon. Fait que ce qui est un peu dommage, j'ai eu mon lot de plaisir quand même, un peu ironique, mais un peu vrai aussi en jouant à ce jeu-là. Mais c'est ça. Je pense que il se vendait un peu plus hot que finalement ici. Puis bien sûr, c'est encore une fois très relatif. C'est dans nos standards d'aujourd'hui où tout est. On a tout cuit dans le bec, fait que je comprends. Ça fait que c'est pas un absolument jeu terrible, mais la musique bien intéressante. Celle-là, il y a une couple de tunes dans le jeu qui sont assez le fun. T'en as qui sont vraiment très ambiance, t'en as qui sont bizarres raides. Ce que j'aille pas, tu sais, ça me fait un petit peu sortir. Ça fait que. C'est ça. J'ai le bon petit beat des jeux de 89, encore une fois. Un bon petit beat de création de personnages. De création de personnages. T'auras remarqué que j'ai aussi une version de 15 minutes de la tune. Oh non, moi aussi, j'en ai des versions de 15 minutes, là. Mais je pensais à ça quand j'étais pris dans ce cauchemar qu'est le trafic sur Notre-Dame. Tu sais, il faut pas comparer ça à des jeux d'aujourd'hui. Tu sais, moi, j'aimais ça comparé à la même époque. T'sais. Ben oui. Fait que, faut dire, tu sais, comme, admettons, Super Mario RPG, c'est vraiment du génie. Encore aujourd'hui, c'est vraiment un bon jeu, tant mieux. Il est plus récent, ça, c'est vraiment... Draken a mal traversé les âges. Oui, c'est ça. C'était un jeune... Tu sais, c'était avant le Super Nintendo, en fait, que le jeu existait. Mais même si je le compare à des jeux de NES, par exemple, un autre jeu dont je vais probablement parler éventuellement, mais de Magic of Scheherazade, c'est un jeu qui est full pas connu, puis que moi, je trouve que... Bon, la musique est super bonne, mais le jeu, somme toute, il est le fun. Puis oui, c'est lent, parce que c'est l'époque, tu sais. Mais c'est un bon... c'est un mélange de action RPG et de combat tour à tour système ATB. C'est vraiment le fun pour ça. Même comparé à d'autres jeux du même style de l'époque, c'est ça. Il manque une coupe d'affaires pour que ça en fasse vraiment un bon jeu. Ouais. Mais ça slappe. Ouais, il y a de la bonne musique. On est là pour ça. Hein, on est là pour ça. C'est pour ça qu'on vit, nous autres. Maintenant, passons à un extrait un peu plus rock. Oui. Donc, je vais te... Ouais, excuse, là, j'ai mon... Non, c'est correct. J'envoie ça. Hasta la vista, Pidge. On écoute. C'est Taking to the Air du jeu de Terminator sur Sega CD que j'ai appris aujourd'hui, ou c'est dingue que ça puisse paraître, qu'il fallait que tu le plugues dans ta Genesis pour que ça marche. Ben, en tout cas, moi, Sega CD, je pense que beaucoup de monde ne savent même pas que ça existait. Il y a beaucoup de monde qui ont jamais vu ça ou vu ça. Bref, donc, on parle sinon un tie-in avec le film Terminator.
qui est sorti bien avant le jeu, je pense. Donc, le jeu est sorti en 1993, a été développé et publié par Virgin Games, que vous ne connaissez probablement pour pas beaucoup de choses. C'est plus des... Ils ont publié plus de jeux qu'ils en ont développé. Ça, c'est un des rares qu'eux ont développé. The Terminator est un jeu de plateforme shoot 'em up. Donc, on contrôle un personnage puis on tire dans la tête de beaucoup de méchants. On joue le rôle de Kyle Reese, c'est un personnage du film. Je suis vraiment pas féru de tout ce qui est Terminator. Je connais vraiment pas le lore. Écoute, je salue tout le monde qui connaisse Kyle Reese dans ce cas-là. Il est dans le film, ça a de l'air. Il doit voyager dans le temps pour, et j'ai écrit, tuer plus de méchants. Donc, c'est un jeu qui est principalement reconnu pour sa qualité de bande sonore. Des bons graphiques pour l'époque, mais aussi l'inclusion de ce qu'on appelle des FMV, des full motion vidéo. C'est-à-dire des vidéos préenregistrées avec des vrais humains. Là. Ce qui était quand même en 93, on parle. Là, donc, qui est très intéressant. On a la musique par Tommy Tallarico, qui est connu aussi pour Aladdin. Le jeu, pas le film. Okay. Et Earthworm Jim. Excusez, il fallait que je le spécifie. Donc, c'est un guitariste principalement. C'est le fondateur de ce qu'on appelle la GANG, la G-A-N-G, pour le Game Audio Network Guild, qui reconnaît chaque année les talents en musique et en jeu et en conception sonore de jeux vidéo. Faut pas oublier aussi la conception sonore qui est très importante dans les jeux. Très lié, intimement lié à la musique. Ouais. La raison pourquoi il est ici, puis là, c'est genre, j'ai comme fait une bébé crise d'anxiété hier à ce propos-là, c'est qu'il y a un gros corps de gens qui aiment beaucoup ce jeu, mais vraiment beaucoup. Puis je me suis dit, ben je vais lui laisser une chance. Moi, c'est le seul jeu des trois ce soir qu'on va discuter que je ne connais pas, que j'ai pas joué. Fait que je me suis dit, je vais écouter un long play. Un long play, c'est comme un let's play, mais les gens ferment leur gueule, puis tu fais juste regarder le jeu. Puis c'est... Honnêtement, après un bon 20 minutes, c'était assez. Genre, c'est très répétitif. On fait affaire aux mêmes monstres, mais mobs tout le temps, là, que c'est des robots là, de Terminator. Oui. Puis c'est comme, ça je disais à Pitch Chanteau, c'est comme Contra sans les boss vraiment le fun. Parce que dans Contra, tu sais, oui aussi, c'est un peu répétitif, mais à un moment donné, t'as un boss, genre un mur avec des canons, genre un tank qui tire du feu du ciel. Puis c'est aussi très difficile. Exact, c'est très difficile. Faut que tu connaisses le jeu vraiment pour le passer. Puis dans ce jeu-là, non, parce que t'as une barre de vie. Là. Genre, tu peux te prendre une coupe de balles dans la tête, puis Kyle va être correct. T'sais. Donc, il y a une contribution de plusieurs artistes dans la bande sonore, dont Brad Fiedel, que c'est lui que si je ne me trompe pas, c'est lui qui a fait la bande sonore des films Terminator 1 et 2. Aussi, j'en ai rendu au fun fact, je crois. Brad Fiedel, d'ailleurs, qui a enregistré, je pense, la bande sonore du premier Terminator dans son garage. Puis, mais tu sais, un garage de fou, là. Genre, je veux dire, c'est pas juste un micro avec une git, là. Il y avait un gros kit sonore, mais il a tout ça fait ça chez lui. Ainsi que Bijan Shahir, qui est connu pour Command & Conquer 1, mais qui s'appelle juste Command & Conquer dans le temps. Okay, un des premiers RTS que je me rappelle avoir joué, juste avant StarCraft 1. Le Red Alert aussi. C'est ça, c'est Red Alert, Command & Conquer. Okay, exactement. Ouais, j'ai joué à ça aussi. Ouais. Une fois de plus, je me surprends avec mon écriture de médecin. Jahid Kuras pour Earthworm Jim aussi et Gears of War plus récemment, mais c'est plus un concepteur sonore qu'un musicien, qu'un compositeur de jeu. Puis là, j'arrive à un peu où c'est que j'ai bloqué, moi, pendant cet épisode-là. Il y a un gars, une fille, je ne sais pas, qui a fait qui s'appelle Technoman of Technologic. Il n'y a aucun C, c'est juste des K. Là. C'est la langue de Mortal Kombat. Il n'y a aucun crédit sauf ce jeu-là. Puis la toune, c'est une toune un peu électro-funky. Là. Puis j'ai cherché partout, j'ai rien trouvé. Il est où Technoman? Rendez-moi Technoman of Technologic. Il est où Technoman? On a besoin de lui aujourd'hui. On a besoin qu'il revienne. Donc, Tallarico, quand il a composé la bande sonore du jeu, on se rappelle qu'on est en 93, hein, donc on est encore à l'époque des Genesis et SNES de ce monde. La compagnie qui faisait ça, donc Virgin Games, ils sont assis avec lui et puis ils ont dit, écoute, c'est un jeu vidéo, on veut des blips puis des bloops, des sons 16 bits, là, parce qu'on était rendu là. Ouais. Puis lui, il a juste dit, parce que la Sega CD, c'est particulier, tu sais. Dans une cartouche de Sega normale de Genesis, on a 8 à 16 mégabits de place.
tandis qu'un CD avait 640. C'est pour ça qu'il y avait une inclusion de full motion vidéo puis de musique de cette qualité-là. Là, parce que c'est sûr que c'était moins crisp que ce que vous entendez dans le podcast, mais c'était vraiment une bonne qualité sonore là, pour une console à cette époque-là. Puis, donc, dans le fond, on lui avait dit, peux-tu nous faire de la musique plus du chiptune, s'il te plaît? Puis lui, il a juste dit non. Pourquoi? Pourquoi je ferais ça? T'sais, on n'a pas besoin de faire ça. J'ai accès à une qualité sonore incroyable, fait que je vais vous faire une belle bande sonore qui est inspirée du rock. Ça disait début années 90, mais je dirais plus 80, mettons. Parce qu'à 90, c'était comme le début, genre le grunge, puis le grunge, puis ces affaires-là qui commençaient. Mon grudge contre le grunge. Aïe, aïe. Puis, dans le fond, c'est ça. C'était dans un article de Retro Gamer du 10 février 2015 qu'il a dit ça, dans le fond, parce que j'ai une source. Puis, il a aussi fait beaucoup. La musique du jeu, c'est pas la musique du film, d'ailleurs. À part le thème, tout le reste, c'est inspiré par le 10 film. C'est pas un rip-off de ce qui a été fait. Malheureusement, le jeu a une mauvaise réception parce que son gameplay était excessivement répétitif, comme j'ai dit. Bizarre. Puis, c'est ça. Toute la bande sonore de Terminator, je vous la recommande. Ça s'écoute très bien. Même la tune de Technoman est très techno. À la surprise de tous ces chanteurs. Wow! Ben, merci pour tout ça. Ça me fait le plus grand des plaisirs. Merci pour tout ça. Je vais continuer avec un autre petit extrait juste ici. Bon, fait vous voyez le genre, hein? Ça n'a pas de l'air la musique de jeux vidéo, n'est-ce pas? C'est la musique du jeu Lair, sorti en 2007. C'est un jeu de... Ah, d'ailleurs, j'ai-tu oublié... Ouais, j'ai oublié de me noter... bon, je pense que je vais demander à mon operator d'aller me chercher c'est quelle compagnie qui a fait ça. Mais, donc, Lair qui était sorti pour PS3, c'est je vais l'arrêter. Un jeu, je me suis noté action-aventure à d'autres dragons. Fait que, en gros, bon, c'est ça. Le gameplay, c'est vraiment... t'es sur le dos d'un dragon, puis ça se passe... c'est un peu Star Fox avec un dragon à la place, dans le fond, là, ben, franchement. Puis, bon, encore une fois, c'est pas un jeu absolument terrible, au sens où c'est pas un chef-d'œuvre vraiment loin de là, mais la réception du jeu a été très très mixte, et il y a du monde qui ont bien aimé ça, il y a du monde qui ont trouvé ça pourri. Parce que t'as-tu joué? Ouais, je l'ai. J'attendais, je voulais pas te couper. Non, vas-y. C'est développé par Factor 5. Publié par Sony puis Entertainment, publié par Sony Computer Entertainment. Je viens de voir, je me l'étais noté, mais plus loin. Bon, tu travailles bien. Merci Ça fait plaisir. Ça fait que c'est ça. L'histoire du jeu, c'est comme dans un monde, je pense que ça se passe comme sur une île, une grosse île où tu as des volcans qui pop régulièrement. C'est assez hostile comme environnement. Bon, c'est ça. Des volcans, tu as deux peuples qui vivent là. T'en as qui vivent dans les déserts arides et qui sont super pauvres en ressources et qui sont évidemment en guerre contre ceux qui sont full riches. Puis, oui, au début, toi, t'es dans les full riches. Puis le jeu commence, puis il y a une attaque d'eux autres sur la ville, puis là, faut que tu montes ton dragon, puis là, tu vas péter le genre des bateaux avec des catapultes dessus, puis bon, évidemment, quand le jeu avance, tu apprends que c'est pas vraiment des simples barbares super méchants parce qu'ils n'ont pas à manger, puis tout ça, là. Fait que, bon, tout ça, ça a l'air, j'ai écouté comme 20 minutes, ça a l'air super répétitif. Les contrôles ont l'air vraiment compliqués pour rien. Tu sais, tu as toutes sortes de manœuvres que tu peux faire avec ton dragon dans les airs. Ça a l'air vraiment pas du tout instinctif. C'est ça. Puis
l'histoire, somme toute, semble assez vannée, disons. Là. C'est pas rien d'extravagant ou qui sort du lot. Fait que je pense que c'est pour ça que la réception, somme toute, du jeu a été assez poche, dans le fond. C'est PS3, hein, c'est ça? PS3. Fait que aussi à une époque, tu sais, comme PS3, c'est comme un peu le middle land, là, genre comme c'est à la même époque que Microsoft sortait plein de jeux, Ouais. puis fait que Sony s'est juste dit on va faire la même affaire. C'est ça 2007. Fait puis les graphiques sont vraiment OK pour 2007. Je regardais ça. C'est pas le gros... bon, je pense que 2007, ça devait être early PS3 quand même, somme toute. Mais je pourrais pas dire, j'ai jamais eu de PS3. Moi non plus. Aveu. Moi, j'ai eu le PS2, c'était le dernier. J'ai acheté Non, c'est pas vrai, j'ai acheté une PS3 puis je l'ai vendue la semaine même parce que j'avais besoin d'argent. Je suis comme à chier. Puis, c'est ça. Bon, somme toute, ça a été donc un jeu relativement moyen. Mais on en vient à ce qui nous intéresse, la musique de ce jeu-là, qui a été composé donc par John Debney, qui est, vous vous en doutez, c'est quelqu'un qui est à la base dans le milieu de la musique de film. Ça sonne 100% comme la musique de film. Sur les quelques films dont on a fait la musique, je regardais, il y en a qui sont connus, d'autres moins. T'as Liar Liar. T'as le film de l'inspecteur Gadget en vrai? En vrai. Non! Je me rappelle pas de ce film-là. Ça devait pas être bon. Il n'y a rien de plus terrifiant que de prendre des dessins animés puis les rendre en vrai. Parce que c'est tout le temps un peu off. Ouais, prendre un jeu vidéo puis le rendre en vrai, ça peut... je pense au vieux film de Mario Bros, là, mais... D'ailleurs, j'ai entendu comme, en tout cas, c'est vrai que l'acteur qui fait Mario, il savait pas c'était qui, puis c'était son fils qui disait que c'était Super Mario, puis c'était pour ça qu'il a pris le rôle, puis qu'il était tout le temps sur le plateau. En tout cas, je sais pas si c'est vrai, mais... Aïe. Moi, j'aurais fait la même affaire. Et tu t'en sur le plateau de Mario. Il a fait aussi la musique de La Passion du Christ, quand même un gros film, et de Sin City. Ah, Sin City, oui, c'est ça. En plus, j'avais checké moi aussi. Ouais. Fait qu'il y a quand même somme toute une belle carrière. C'est quoi la musique de La Passion du Christ? Je sais pas. Je sais même pas si j'ai déjà écouté ce film-là. J'ai jamais écouté. Non, je l'ai jamais écouté. D'ailleurs, 2007, c'est le début de la PS3. Ah, ok, c'est ça. Ça m'étonnait pas parce que je regardais les graphiques, c'était limite. Ça aurait pu être PS2, je pense, niveau des graphiques. Fait que tu sens que c'était, 2007. C'était encore correct, mais pour la console qui est le PS3, tu sais, PS3, il y avait, si je me trompe pas, il y avait genre Just Cause 2, mettons, c'est PS3. Puis c'était PS4. Non, je pense que t'as raison. Je vais retourner, juste prendre mes affaires. Ouais, excuse, là, j'arrête pas de dropper des affaires. Non, mais c'est pas grave, continue. En tout cas. Mais bref, c'est ça. Donc, c'est pas mal ça. Là, somme toute, je pense que la musique aide beaucoup à rendre le jeu un peu plus digeste, ce qui est souvent le cas des jeux poche, que tu finis par avoir du fun dedans, parce que, on en parle souvent, une grosse partie de ce pourquoi on joue à des jeux. Parce que... Ça, c'est clairement le genre de jeu que t'es sur ton dragon, puis là, quand tu prends ton joystick, tu vas vers le bas, il va vers le haut, là, comme des jeux d'avion, là. Ça là, ils se sont dit, ça pourrait être cool que ce soit comme un avion. Tu sais, un dragon, ça vole, un avion, ça vole, même chose. Oui. C'est un peu pareil, tu sais, avec les ailes, puis tu peux... C'est un peu pareil. Chaque fois que je prends l'avion, partir en voyage, je m'imagine que je suis dans un dragon. Ce serait plus hot, sûrement un dragon de métal. Imagine de faire genre 8 heures à d'autres dragons pour aller en France. Genre, tu dois avoir mal au cul en maudit après ça. Tu dois avoir mal au cul, on a pensé à la même chose. Puis aussi, tu peux pas être super haut dans le ciel, sinon tu vas geler, tu sais. En tout cas, c'est vrai. Ça va être compliqué. Pour répondre à ta question, Just Cause 2, c'était PS3. Bon, puis ça, c'était vraiment mieux fait. C'était vraiment mieux fait. C'était beaucoup plus le fun aussi. Oui. Qui est aussi, l'histoire en tant que telle est vraiment poche, mais le gameplay est le fun. Le gameplay était trippant. Ouais. Fait que, c'était pas mal ça pour mon deuxième. Parfait. Ça fait que... on peut passer au prochain extrait. Je vais me noter la liste, pas dans le bon... Je pourrais te dire le nom en même temps. Mais oui, mais on veut garder le suspense. C'est ça, ouais. Au cas que les gens connaissent la tune. Donc ici, on entend le morceau Tripod du jeu Bomberman Hero, un jeu que j'ai loué
dans le temps à la 64 que j'avais... Non, je pense qu'un ami me l'avait prêté. Je m'en rappelle plus. Dans tous les cas, ça n'a pas d'importance. Un jeu qui avait beaucoup d'attentes parce que je me rappelle que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à Bomberman plus jeune. C'est un jeu qui a été développé par AI Co. Il est publié par Hudson Soft. Hudson Soft, c'est ceux qui ont une petite abeille là, dans leur logo. Ah oui. Puis, et Nintendo en 1998 pour la Nintendo 64. C'était le deuxième opus de Bomberman sur cette plateforme-là. Le premier qui avait été aussi correct. C'était un jeu de plateforme en 3D qui voulait rajouter des nouveaux éléments. Wow, il était très novateur, prépare-toi. Ils ont rajouté un jetpack et un sous-marin. Des folles innovations de jeu. La musique a été composée par Jun Shikuma, en fait, qui a fait toute la musique des Bomberman depuis le premier, jusqu'en 2001, je crois. Ouais. Elle avait une formation en flûte arabe, le nez, et en daf, qui est un tambour persan. Elle a une formation en musique arabe classique qu'elle a faite à l'Institut de Tunis. On a conclu que c'était Tunis qu'il fallait dire. Oui. Hein? Donc, on a affaire à une bande sonore très drum and bass et très acid techno. À l'écouter, tu as l'impression que ça va vite. Là, le jeu, là, c'est comme il y a plein de choses qui se passent, t'as des bombes à lancer partout. Mais je vous confirme que le jeu est excessivement lent. Et comme regardez le gameplay puis écoutez la bande sonore, les deux vont pas ensemble du tout. Là. Le drum and bass, parce que je pense pas que c'est chose commune que les gens entendent parler de ce style musical-là. C'est de la musique électronique, comme à la grande surprise de tous et chacun, avec une rythmique syncopée. On le reconnaît surtout par le kick. Le drum qui est tu sais la grosse partie de la batterie qui est à terre. Le bass drum. Normalement, dans la chanson classique, admettons, souvent le kick va faire les temps sur un 4-4, donc il va être soit sur tous les temps du 4-4 ou 1 sur 2. Ouais. Dans le drum and bass, c'est pas ça. Il fait ce qu'il veut. Le kick, il va y avoir un kick qui va être suivi par des alternances de triolets souvent, de d'autres parties de la percussion, là, comme le snare et les cymbales, entre autres. Il appelle ça du two-step aussi. Okay. J'ai appris plein de choses sur le drum and bass. Je suis un nouveau fan aussi, hein, j'ai adoré ça. Aussi, l'autre truc, évidemment, dans l'autre partie de drum and bass, c'est bass, qui est omniprésente, qui est souvent aussi des samples puis du synthétiseur. On n'a pas affaire avec de la guitare basse classique. Là. C'est aussi marqué par des loops. C'est comme vous avez sûrement pu remarquer quand on écoutait la première partie, c'est les mêmes loops qui reviennent puis qui vont ailleurs un peu, puis après ça qui reviennent au loop de base. Sinon, l'acid techno. L'autre chose que j'ai appris aujourd'hui, c'est du son. Ça vient du TB303 Roland. C'est un son qui était fait spécialement sur ce synthétiseur-là. Puis on retrouvait le son acidique en montant le filtre de résonance et en baissant le filtre de fréquence de coupure. Fouillez-moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vous donne ce fait-là. Mais tu sais, c'était tout fait sur le TB303 Roland, la majorité. Moi, ça me fait penser à du trance. Dans le temps que je jouais à StarCraft 1, on écoutait beaucoup d'électro, mes amis et moi. Mes deux amis et moi dans mon village de 550 personnes. Puis on écoutait aussi beaucoup de trance en jouant à StarCraft. Ça fitait très bien. Ça m'a fait penser à ça. Clap! On a eu un petit problème technique. C'est notre premier problème technique. Notre enregistreuse a manqué de batterie. Je le voyais venir, mais je croisais les doigts pour que ça touche jusqu'à la fin. Là. C'est pas arrivé. Mais au moins, je peux me reprendre. Je peux dire des choses plus belles. Je vais choisir mes mots. Donc, ce que j'étais en train de dire, avant que ce malheur arrive et nous frappe tous les deux, Jun Shikima a écrit d'autres albums. Elle a écrit de Midas Touch en 2022 et Les Archives. Je pense que Midas Touch, c'est genre une toune en plus. Et elle est juste super longue. Elle a aussi fait de la musique de film. Le drum and bass, c'est quand même très présent dans la musique de jeux vidéo. On s'en rend pas vraiment compte quand on connaît pas ça. Parce qu'on va souvent dire « Ah, c'est de la techno. Ouais. » ou juste 2 heures de drum. J'ai quelques petits exemples. 1080 Snowboarding à la Nintendo 64 avait une tune de drum and bass qui est vraiment bonne. Beaucoup de jeux de course. Oui. Surprise tout le monde, ils sont de retour les jeux de course. Ape Escape,
Pour vrai, ça fait plein de fois que je parle de Ape Escape. Puis qu'à un moment donné... Ouais, dans Ape Escape, il y a des tunes de drum and bass. Ok. Mais j'ai jamais joué à Ape Escape. Moi, je sais juste qu'il y a un singe, puis c'est drôle. Je sais même pas c'est quoi. Ben, moi non plus, je sais pas c'est quoi. Puis aussi, j'ai marqué qu'il y avait plein de jeux de tennis qui avaient du drum and bass. Ah, ouais, oui, j'ai oublié de partir le chronomètre. C'est pas grave. Je vais le faire. Ok. Mon cellulaire, il est un peu tricky. Donc, ouais, des jeux de tennis, vu que c'est un sport vraiment plate à regarder, il faut qu'ils mettent du drum and bass et peut-être du plaisir. Donc, c'est ça pour la fameuse pièce de Bomberman Hero. Wow! C'est un jeu qui est vraiment lent. C'est surtout ça que les critiques disaient. Très répétitif, très lent. Il est en 3D, right, ce jeu-là? Ouais, il est en 3D. Parce que, tu sais, Bomberman, c'est des bons jeux là, à base. Ben mais oui. je comprends que mettre le 3D là-dedans, ça vient briser un petit peu l'esprit du jeu à base. Là. C'est super linéaire aussi. Ouais. Là. C'est comme. Puis, tu sais, à cette époque-là, les jeux étaient souvent linéaires. Mais c'était comme. On te prend par la main dans le jeu pour que tu ailles à la même place tout le temps. Là. Pour utiliser un bon terme keb anglicisé, là, c'est vraiment dole. ouais, je comprends. Ben, écoute. Ben, super, tout ça. Ouais. On parle de jeux qu'on est complètement blasé. Ben oui, au moins, c'est cool. Hein? C'est vraiment mon jeu préféré que j'ai joué à 64. Ben, puis d'ailleurs, je vais en profiter pour dire que c'est pas si évident que ça. T'sais, on choisit des jeux qui sont pas nécessairement des accidents de terrain parce que c'est difficile de trouver un jeu un jeu qui est poche dont la musique est bonne. Souvent, la musique est aussi poche dans les jeux qui sont vraiment poches. Ah ouais, vraiment. Là. Bon, d'une façon subjective, bien sûr. Et bien, je vais continuer avec mon dernier extrait, qui est mon petit, mon petit bonbon. Ben, c'est assez bon, là. Aïe, aïe, hein? Fait que, fou jeu de combat, n'est-ce pas? Mais non. Ce n'est pas un fou jeu de combat. C'est pas un jeu de combat. C'est pas un jeu de combat, c'est le jeu Pictionary sur Nintendo. Tu sais, le jeu que quelqu'un sort dans un party là, de famille, que toi tu dis, c'est le moment que je vais aller sortir ma pipe puis fumer du pot dehors. Là. Ouais, Pictionary, donc ils ont fait une version sur NES qui date de 1990. Qui a été faite par Software Creations. Donc, j'ai pas grand-chose à dire sur le jeu. C'est Pictionary. Là. Je pense que tout le monde connaît quand même c'est quoi ce jeu-là. En gros, fallait que tu écrives toute ta mitaine sur la NES avec la manette, là, genre quand tu donnais une réponse à quelque chose. Ça se peut, ouais, c'était ça? Ça devait être vraiment long. Je sais pas, en fait, mais ce que je sais, c'est que comment ça marche, le jeu, c'est que tu as des mini-games. Ça, t'allais m'expliquer Pictionary. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, c'est que tu as des mini-games que, dans le mini-game, mettons, tu vas comme, comment dire, tu as une image où le minigame, dépendant de ce que tu fais, tu vas tranquillement, graduellement, comme déflouter là, des bouts de l'image. Tu vas comme révéler des morceaux de l'image, puis à la fin, il faut que tu guesses c'est quoi comme Pictionary. À chaque bonne réponse, tu te rapproches de la transcendance parfaite. Exact. Puis quand tu finis le jeu, tu t'en vas vers le ciel pour toujours. Tu te fais catapulter par la NES. Ouais, c'est fait que, mais là, il faut que je parle absolument de ce compositeur-là, qui est ma découverte de la semaine. Le compositeur Tim Follin, qui est un compositeur britannique qui a fait beaucoup de jeux, la musique de beaucoup de jeux quand même poche, d'ailleurs. Pas tous terribles, mais il y en a beaucoup, c'est ça, c'est pas le gros jeu, c'est tous des jeux qu'on a oubliés ou presque. Ou jamais joué. Non, mais mettons que la conscience collective a oublié là, au fil du temps parce que c'est absolument rien d'extraordinaire. Mais lui, par contre, celle-là, Pictionary, c'est quasiment rendu un meme de dire genre... T'avais pas besoin. Tim, it's just Pictionary, là. Tu sais, comme, pas de besoin. Tantôt, quand on faisait du roleplay, de la rencontre entre la compagnie du jeu et Tim, qui était juste. Ok, tu sais, c'est un jeu basé sur un jeu de société que les gens aiment pas tant, mais ça vend. Tu peux-tu nous faire, tu sais, une petite bande sonore tranquille, là? Puis après ça, puis je me regardais piano en feu. Puis quoi, c'est combien de tunes qu'il y a déjà?
Dans le jeu? Ah, dans le jeu, 6. 6? Ouais. Puis ça, c'est le thème d'ouverture du jeu. Sont toutes assez lit. C'est tous des bangers. C'est toutes des bonnes tunes quand même qui fit zéro avec Pictionary. Puis il aurait dit après avoir un peu regretté d'avoir fait de la musique qui fit vraiment pas avec le jeu, mais je suis sûr que des gens ont joué à ce jeu-là pour la musique. Pour la musique. Parce Il y a du monde qui disait qu'il laissait rouler des thèmes de jeu quand il faisait autre chose en Ouais. même temps. Là. Pictionary, une demi-heure, une vidéo de 10 heures sur YouTube, je suis down. J'achète. Vendu. Hey, les DJ qui nous écoutent, là, mettez Pictionary dans une de vos tunes. Ben oui. Puis ça, on en parle souvent, mais bon, évidemment, c'est de la chiptune. Ça occupe une place spéciale à mon cœur. Et puis, bon, évidemment, aussi, dans les jeux qui sont poches, il y en a beaucoup, c'est des jeux de NES, par exemple, des vieux jeux à l'époque où les compagnies de jeux étaient souvent assez petites, puis où ils essayaient des choses. Il n'y avait pas de normes comme aujourd'hui sur qu'est-ce qui fait un bon jeu, qu'est-ce qui marche, fait qu'ils essayaient des choses. Fait qu'il y a plein de désastres, en fait, Ouais, mais à ce moment-là. c'est parce qu'à cette époque-là aussi, il y a beaucoup de gens qui croyaient pas que ça allait pogner les jeux vidéo. Ils se disaient que c'était juste un média qui allait peut-être se planter. Fait qu'ils faisaient n'importe quoi, parce que ça coûtait pas tant cher que ça, faire des jeux. Au début, oui, à la fin, non. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme 1 million de jeux de NES. Là. C'est qu'à un moment donné, ils ont fait « Ah, ça vend. On va faire n'importe quoi. » Ben oui, c'est... Puis, avec raison, tu sais. Je veux dire, il faisait bien de se dire ça, parce que c'est comme ça qu'il y a des petites perles qui se sont créées aussi. Oui, c'est ça. Je vais parler un petit peu de Tim Follin, qui est un compositeur donc anglais. Ce que je trouve vraiment intéressant avec lui, c'est que il y a pas de formation musicale à la base. Il a commencé à travailler dans une boîte de jeux vidéo, genre ado, là, il avait genre 15 ans. Je pense que ses frères étaient aussi dans le milieu. Puis, il est comme tombé là-dessus. Il est tombé dans la composition de chiptune. Il a composé beaucoup sur souvent soit de la musique de jeu ou des fois juste pour le fun. Il y a des actual compos que vous pouvez aller trouver sur YouTube. Sont super bonnes. Il a composé donc sur, entre autres, Commodore 64, on en parlait, Amiga, Atari, les consoles dont je parlais aussi. Z8 Spectrum, je connaissais pas ça. C'était un autre type d'ordinateur personnel, là, de domestique, là, mettons, que les gens avaient. Je pense que c'est sorti en 83. Fait vraiment avant la vague des si t'avais ça dans les années 80, t'étais un nerd, là, clairement. Ouais, demandant à tes parents un Nintendo, t'as reçu un Spectrum à la place. Ben oui, c'est ça. Puis c'est ça. Il a fait la musique d'un paquet de jeux qu'on hésitait à mettre. Puis on s'est dit, bon, on va en choisir un, là, quand même. Puis c'est ça. Il y en a beaucoup. C'est ça. Puis je trouvais que Pictionary, c'était parce it's just Pictionary, Tim. Encore une fois. Tim, non, mais non. C'est juste un jeu avec des images floutées, là. C'est rien d'autre. T'as pas besoin d'être... c'est insane. Puis, je vais en profiter. Bon, celle-là, ça a été un peu le meme pour ça. Il y a un autre jeu que j'ai pas mis dans la liste parce que, bon, de ce que j'ai vu, c'est pas un terrible jeu. Ça s'appelle Solstice. C'est un jeu, encore une fois, au vieux NES. Puis c'est un jeu de puzzle. Donc, t'es comme un... évidemment, à cette époque-là, t'as le cover. C'est comme une image d'un genre de puissant mage avec du tonnerre puis d'affaires vraiment épiques. Puis dans le fond, c'est juste t'es un petit mage que c'est très puzzle. T'es en 3D, vue isométrique. Au NES, il faut le faire là, quand même. Ça. Puis, qui somme toute me semblait décent. C'est un jeu de puzzle, là, rien d'extravagant. Si ce n'est que de Tim Follin. Je fais écouter juste le thème d'ouverture parce que ça, accrochez-vous à vos bobettes. Là, ça part mollo, là, mais la ça quand elle est partie, ça arrête plus. Oui, là. c'est ça. Puis ça part mollo, il le sait. Hein? Il sait ce qu'il fait, ce Tim. Il n'est pas là pour bonneter. Oh non.
C'est non-stop de même pendant 3 minutes. C'est ça la tune qui joue quand t'arrives au Nirvana après avoir fini Pictionary. C'est quoi le nom du jeu déjà? Celle-là, c'est Solstice. Ok, c'est ça. D'ailleurs, j'ai vu aussi qu'au SNES, ils ont fait Equinox, qui est un genre d'autre jeu de puzzle de ce style-là, j'imagine. C'est encore Tim qui fait la musique. Je pense que oui, mais je peux pas te confirmer ça. Là, ça vire, là. C'était un grand amateur de prog, ça. Tout de suite, ça, c'est le stéréotype du fan de prog, du compositeur prog qui dit comme, OK, ça fait 5 secondes que le riff est pareil, faut qu'on change. On change. On change. Ça devienne autre chose aux 3 secondes, sinon je battrais. Ben oui, fait que, bon, évidemment, ça arrête pas de changer, puis ça reste... C'est juste un petit puzzle, Tim. C'est juste un puzzle, Tim. C'est juste un puzzle. C'est juste Pictionary, Tim. Arrête. Mais, ben c'est ça. Reste que... Moi, je vous encourage vivement à aller écouter ce qu'il a fait. Il y a t'as des vidéos avec le spectrogramme des tunes qu'il fait. Il a fait des genres de chefs-d'œuvre justement, c'est tout ce qui est au comment j'appelle le Z8 Spectrum. Là. Spectrum. C'était one bit des affaires qu'il faisait. Là. C'était littéralement un son qu'il pouvait faire. Puis, ben pas en même temps, mais dans un type de son. Tu n'as même pas de triangle puis carré, là, les ondes. Là. Ouais. Puis c'est super limité, vraiment à sa plus simple expression. Puis il utilise des techniques, comme je te disais avant qu'on enregistre. Bon, on avait déjà parlé des 4 canaux qui sont les 4 plus un cinquième de sample, mettons, mais pour le NES. Le cinquième sert à rien. C'est ça. Ouais. La plupart des jeux l'utilisaient même pas. C'est limité. Il peut pas avoir plus qu'un son, plus que 4 sons en même temps, dans le fond. T'sais. Puis ce que Tim utilisait pour comme sa stratégie, c'est de faire comme dans cette tune-là au début, c'est des grands arpèges bien rapides qui donnent l'impression que ça fait des accords complets alors que c'est à chaque moment donné, il y a juste un son, t'sais. Mais ça change tellement que ça crée l'illusion qu'il y en a beaucoup puis ça sonne pratiquement orchestral alors que t'as 4 canaux, dont un qui est la percussion. Puis le reste, c'est la basse puis 2 mélodies. T'sais. Puis ils les utilisent à leur plein potentiel. Je pensais que tu allais me dire ce que Tim utilisait, c'était la drogue. En plus, il y a une de ces vieilles tunes de quand il était... Tu sais, il y a des compositeurs à faire quand il était ado, là, vraiment, okay. Entre 15, 16, 17 ans, là, mettons. Puis sur YouTube, tu as une de ces tunes que c'est une image de lui qui a l'air d'avoir genre 17 ans, qui a l'air comme complètement smash down dans un party, là, genre fin de party, comme effoiré sur un divan. Puis c'est comme un de ces beats complètement insane qui joue en arrière. Ouais. J'imaginais, tu sais, le meme du gars dans le coin du party. Là. Oui. Nobody knows about me chiptunes à la maison. Sinon, j'imaginais aussi de quoi il y avait l'air. Moi, je pensais qu'il y avait genre un clavier sur chaque main, genre d'ordi pour composer des tunes sur genre 2 ordis en même temps. Tu sais, le Power Glove du NES, ouais. Il y en a un dans chaque main, mais juste pour ses chiptunes. Il y en a un sur le pied. Ça fait que, ben, c'était pas mal ça pour le chef-d'œuvre qui est Pictionary au NES. Ce chef-d'œuvre. Parce que le gameplay il doit être bon, là. Oui, c'est ça. Ben, puis encore une fois, être pogné sur une île déserte, être juste ce jeu-là, je jouerais, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est parce que it's just Pictionary. Ouais, c'est ça. C'est juste Pictionary. Tim, comment? C'est juste Pictionary. Viens te recoucher, Tim. Tim, viens te recoucher, là. T'auras le temps de même faire tes petites tunes de blip-bloup, là. Tire de main, là, ton Pictionary, là. Bon, OK, on enchaîne-tu sur... On enchaîne avec... Vas-y. Je vais. On écoutait ici Ring Rat. Je soupçonne qu'il y a une faute, que c'est Ring Rate, mais je vais donner le bénéfice du doute à Internet. Du jeu J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings, volume 1. Spoiler alert, il n'y a jamais eu de volume 2 à la SNES. Donc ça a été développé puis publié par Interplay Studio, qui est connu pour Baldur's Gate 1. Aussi Baldur's Gate 2, je me semble. En 1994,
un jeu de rôle et d'action sur la Super Nintendo. Que moi, je me rappelle avoir joué aussi sur émulateur. Puis ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'il fallait... Et là, j'ai pas trouvé la francisation de ce terme-là. Il fallait que tu grindes en sacrament. Ouais, T'as ouais. une chance que le turbo mode existait là, parce que c'était à en devenir fou. Donc, on a les personnages de la communauté de l'anneau qu'on accumule jusqu'à qu'on ait tout le monde, dans le fond. On pouvait pas jouer Gandalf puis Legolas, il me semble. C'est les seuls personnages qu'on pouvait pas jouer. Mais on pouvait jouer tous les autres amis. Ça se termine au bout du Balrog, pour ceux qui ont vu le film, lu le livre, là, un des deux. Donc, ça l'arrête là, parce qu'ils se sont dit, volume 1, on va faire un volume 2 si ça pogne. Fait que vous avez compris que ça l'a pas pogné. On a eu notre réponse. Ouais, on a eu notre réponse très assez vite, s'exclamant le public. Aussi, c'était un jeu qui avait de la mort permanente des personnages. Puis les personnages qu'on ne contrôlait pas, c'était contrôlé par l'ordinateur qui était très talentueux pour tuer tes personnages. Inspiré de Draken, je pense. Et ce style-là. Ouais, t'en parlais tantôt, puis je me suis dit, hey, ça me fait penser à un jeu, c'est drôle. Donc, c'était un jeu vraiment, vraiment pourri. Qui aura jamais percé. Mais la musique, la bande sonore de ce jeu-là est très révolutionnaire. Parce qu'on parle on parle de 1994, la Super Nintendo. Une musique qui fait très musique de film, en fait, pour une console qui était excessivement limitée. On en a déjà parlé au premier épisode, on en a reparlé. La Nintendo, elle avait 4 canaux de son, dont celui qui sert à rien. La SNES, évidemment, ayant le double des bits, elle avait le double des canaux. Elle en avait 8, elle. Le compositeur John Deanon, qui est surtout connu pour ses talents de concepteur sonore plus que de compositeur. Il est un très bon musicien quand même, mais c'est juste qu'il a fait beaucoup de conceptions sonores. Il a travaillé très longtemps justement pour Interplay, puis après ça, il a travaillé pour Electronic Arts, le jeu qui vend des jeux divisés en 1000 jeux, connu sous le nom de DLC des Sims. Puis, dans le fond, il est allé là après avoir travaillé pour Interplay. Il a travaillé sur 171 jeux. Puis sans compter son implication en cinéma, John Deanon, il était en feu. Il a fait vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Notamment travaillé sur Fallout 1, The Lost Vikings et la série Baldur's Gate jusqu'au 2, en fait. Là. Donc, ça inclut aussi les Icewind Dale et autres jeux de ce type de ce monde. C'était vraiment impressionnant ce qu'il a réussi à faire avec les 8 canaux sonores de la Super Nintendo. J'en parle justement parce que il a réussi à faire que, indépendamment, le canal sonore de ton oreille gauche, ton oreille droite, donc left and right, donc gauche et droite, réussissent à produire des sons différents ou presque, ou que les sons sortent pas sortent à gauche seulement et à droite seulement. Ce qui donne l'impression souvent qu'il y a un 9e canal sonore, canal sonore qui se rajoute. Moi aussi, j'ai vu sur YouTube des gens qui mettent juste le spectrogramme des tunes. Puis tu vois dans la pièce quand elle joue que des fois c'est sur le même canal, puis là ça joue 2 trucs différents, pas en même temps, mais que vu que ça vacille entre les deux, ça donne vraiment l'impression que t'as comme une tonne d'instruments, là, parce que ça, c'était comme je dis, c'était la Super Nintendo, qui était pas reconnue pour ses grands talents de musique en général. Ça restait quand même juste l'après NES, vu qu'il y avait 8 bits, comme on disait. C'est vraiment hot, justement, de voir ça, le spectrogramme, ça te permet de mettre comme au visuel ce que tu entends, puis des fois, tu as des effets que là, tu vois, l'onde est faite comment, puis là, tu es comme, ah oui, ok, là, je comprends. Puis on dirait que ça vient chercher la petite synesthésie, là, je sais pas si tu sais, quand tu mélanges les sens, là, je goûte une couleur, puis whatever. Là, on est dans l'épisode sur le moche. Oui. Je goûte une couleur, puis je vois les odeurs. Mais oui, le compositeur sonore, d'ailleurs, on reconnaît ça dans plusieurs des pièces de la bande sonore, c'est-à-dire une qui s'appelle juste Caves, donc Cave en français, et Minds of Moria, qui est aussi beaucoup de sons lugubres de cavernes qui sont rajoutés dans la pièce pour donner une partie, juste donner un peu plus de substance à la musique. Côté genre concepteur sonore. Exactement. Là. Parce que il y avait beaucoup de jeux de SNES que c'était juste la musique. Mais je pense que dans Chrono Trigger, il y en avait beaucoup de ça. Justement, des sons qui sont. Sons ambiants, je pense. Sons ambiants, oui. Il y en avait, oui. En tout cas,
à mes souvenirs, mais peut-être que je me trompe. T'as raison, là, t'es dans World Map, t'as des goélands. On fera un erratum la prochaine fois. Ça fait longtemps qu'on a fait un erratum. C'est parce qu'on les fait plus, on fait juste... on fait juste assumer qu'on est... Comment c'est juste ça? assumer que des fois on dit des niaiseries puis que personne nous calote là-dessus. Ouais, exact. Et c'est donc c'est ça, c'était difficile pour la SNES de faire tout ça avec ses 8 canaux. Donc, c'est ça, c'est l'utilisateur en tout cas, j'ai vu, c'est Jessica, 68K. C'est l'utilisateur YouTube qui a fait des spectrogrammes. Je vais le rajouter dans la playlist de l'épisode. D'ailleurs, profitons de ce segue pour vous rappeler que maintenant, c'est notre nouveau dada à chaque épisode, de le dire, que nous avons plusieurs moyens de nous joindre. Nous avons un courriel qui est altf4podcastqc@gmail.com. Oui. Une page Facebook qui est du même nom. Un Instagram aussi. Sinon, on a le Patreon qui est gratuit. Oui, gratuit, qui bien est sûr. gratuit et restera gratuit pour toujours pour les épisodes de base. S'il y a un intérêt quelconque, on verra. Mais non, on n'a pas l'intention pour l'instant. On va se contenter de juste faire nos épisodes puis de les offrir gratuitement parce que nous, tout ce qu'on veut faire, c'est... on est juste là pour avoir du fun. Mais on aime ça parler de ça, puis on le fait sinon. Comme s'enregistrer. c'est quoi la vidéo de la maison des jeunes de... Voyons, de Beauceville, oui. Moi, je suis venu ici pour triper. Je suis ici pour triper. Ouais, ça, c'est... Puis ce qui me fait triper, c'est toi puis moi. Ouais. Donc, c'est ça. Il y a des moyens de nous rejoindre si vous voulez nous partager soit des sujets ou juste vos impressions ou si vous avez d'autres... peu importe, on est ouvert à toute suggestion, tout commentaire. Puis on se sert justement, on va voir une fois de temps en temps qu'est-ce qui se passe au travers de tout ça. On est là pour en parler. Exactement. Donc, ça m'emmène en fait au segment final de notre épisode. Juste avant le segment final, moi, je voulais dropper... moi aussi, j'ai deux... Non, mais vas-y. Okay. Je voulais dropper... moi, j'ai écouté... en faisant mes recherches pour cet épisode-là, je suis tombé sur, entre autres, une chaîne YouTube que j'avais déjà consulté avant, que j'ai checké, puis je vais l'applaudir parce que je trouve ça vraiment le fun et intéressant. C'est Charles Cornell, c'est un pianiste jazz qui analyse des tunes. Il y a toutes sortes de vidéos qu'il a faites sur plusieurs sujets. Beaucoup de musique de films et de jeux vidéo. Donc, ce qui nous intéresse ici. Puis, moi, ce que j'aime, c'est, premièrement, c'est un fou musicien. Puis, il analyse vraiment les tunes d'une façon que j'aime harmoniquement. Ça fait que là, il y a son piano devant. Puis, à l'écran, il rajoute tout le temps ce qu'il fait au piano. On voit, c'est comme... En fait, je pense que c'est juste sûrement un programme qui catch c'est quoi les notes qu'il fait, puis ça le montre à l'écran, tu sais, bon. Puis il explique, il vulgarise assez bien, ça reste relativement technique, c'est peut-être un peu pour les initiés, mais ça reste intéressant, puis il le fait d'une bonne façon quand même. Puis, il a fait une vidéo sur Tim Follin en général, la tune de Pictionary. Ouais. Il parle un petit peu de la tune de Solstice aussi. Bon, il parle de toutes sortes de jeux. Il a fait une vidéo, entre autres, que j'ai écouté l'autre jour, qui est sur la tune les tunes de Mario Bros 2. Ouais, qui, en disant, c'est comme quasiment un cours d'introduction à l'histoire du piano jazz, là, en genre partant du ragtime. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Ben oui, tu sais, il disait ça, puis j'étais comme, ben oui, c'est ragtime à côté, là, tu sais, bon. Il vulgarise vraiment bien. Il vulgarise bien, puis il est le fun à écouter, puis c'est ça. C'est vraiment un bon musicien. Fait que je trouve que ça mélange plusieurs passions qui m'habitent. Fait que si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. C'est Charles Cornell. Ouais, c'est très, très intéressant. Moi, je vais juste citer deux morceaux que j'ai pas parlé. Pas choisi finalement parce que on était faute de temps et faute de... on utilise la technique du 3-3, c'est-à-dire chacun 3 tunes. Oui. Mais je vais juste citer Time Lord parce que j'ai joué. Oui, c'est vrai. J'ai joué pendant notre journée de recherche commune à Pidge et moi. J'ai joué à Time Lord qui était un jeu exécrable. Mais le compositeur, c'est David Wise, si vous vous rappelez, dans le grand Alt F4 Verse. On a déjà parlé de David Wise, c'est le compositeur de la musique de Donkey Kong Country, entre autres. Puis c'est le gars qui a un saxophone. Sa photo, dès que tu le googles, c'est lui avec un saxophone. La musique du thème est vraiment bonne. Le jeu est vraiment pourri. Je rentre pas dans les détails. Puis l'autre que je vais citer, puis j'ai hésité à en parler pendant un bout, juste parce que je savais pas si c'était si mauvais que ça. C'était Skulls and Bones de Ubisoft, qui était comme l'espèce de Black Flag 2. Black Flag qui était vraiment un bon jeu. Toi, t'as joué beaucoup. Oui, c'est le seul Assassin's Creed que j'ai joué. J'ai fait le tour. Là, ouais. Les Skulls and Bones, ça a l'air que ça a été très mal reçu. Mais tu sais, il y avait la même gamique de genre chant de marin avec ton bateau. Puis les tunes sont
comme moi, c'est les chants de marins, je trouvais qu'ils étaient vraiment bons. Oui, ce sont des actual chants de marins. C'est des vrais. Ouais, c'est ça, parce qu'il y avait le band que toi. Tu sais, quand j'écoutais, il y avait un band comme super populaire de chants de marins là, qui était. Je pense que c'était des British, mais je suis plus sûr. Les Longest Johns. Ouais, c'est eux. Je sais pas si ils sont Brits ou s'ils sont américains. Ils sont Brits, ouais. Ok. Il y avait eux qui avaient repris les tunes du jeu, puis mais c'est pas eux qui chantent dans le jeu. C'est d'autres chanteurs, je pense, d'ici, entre autres. Ben oui, il y a Sean Dagger, qui est le gars qui a fait la musique de Black Flag, justement, d'Assassin's Creed, qui est un musicien montréalais qui fait de la musique ancienne et qui est rendu beaucoup dans le chant de marin aujourd'hui. Super bon musicien, puis vraiment un très bon chanteur aussi. Vraiment une parfaite voix pour ce style-là. C'est lui que me semble en plus je l'ai comme croisé dans un festival l'été passé. Ah ouais. Ouais, puis en tout cas, puis il me semble qu'il disait qu'il avait travaillé sur la musique de Skull and Bones. Ben ça se pourrait parce que tu sais comme Ubisoft à Montréal travaille beaucoup avec des gens d'ici. Ben oui, bien sûr. Donc c'est ça, c'était juste les deux petites mentions d'honneur que je voulais dire on n'a pas parlé mais qui auraient pu être dans l'épisode aussi. Il y en a définitivement plein d'autres, des jeux auxquels vous avez joué, qu'on a joué qui étaient très mauvais avec des bonnes soundtracks. Le problème avec les mauvais jeux, c'est qu'on les oublie et on oublie aussi leur soundtrack. Oui, puis qui peut être poche aussi. Fait que, évidemment, ce qui nous intéresse, idéalement, c'est la musique qu'on trouve bonne. Exactement, c'est ça. Et donc, pour en arriver à de la bonne musique, donc le fameux segment « À quoi tu games ?» Ben oui. C'est encore toi, Antoine. C'est encore moi. Regarde, c'est que j'ai... Puis je dis ça, j'ai rejoint un peu à ce jeu-là. Je suis pas dans le gros parce que, je peux bien le dire, là, je suis beaucoup dans Baldur's Gate 3 en ce moment. Ouais. Je voulais attendre, on va finir par en parler. C'est les premiers Baldur's Gate de Bébé Pidge. Ouais, j'ai déjà un peu joué, mettons, chez des amis aux autres, je me rappelle... Ouais, mais c'est ta première game du 3. Parce que la maladie que tu as, c'est que tu pars une première game, puis là, t'es comme, je vais faire autre chose peut-être. Puis là, tu pars une deuxième game, en tout cas. Ben, je vais voir, parce que là, je suis beaucoup dans le game, dans le storyline, puis bon. Tu veux-tu partager à tout le monde le nom de ton personnage? Oui, je me suis fait un barde qui s'appelle Barry Goulet. Je vous laisse deviner à qui il ressemble. C'est le bout, plutôt un nom là, à ton bonhomme ou à ta game, c'est le bout le plus dur de chaque jeu. Fait que là, j'étais content, c'est ça. Passer une couple de minutes là-dessus. J'ai rien à dire, ma sorceress s'appelle Princesse Bisou. Ben, regarde, de toute façon. Ça fait que, bref, on va se garder le Baldur's Gate pour un futur proche, sans doute. Je vais parler d'un jeu qui s'appelle Crypt of the Necrodancer. C'est... À la surprise de tous et toutes, un roguelike. Un roguelike de danse. Un roguelike de danse. Ce qu'il appelle je me suis noté ici, un top-down 2D roguelike rhythm RPG. Il y a beaucoup d'adjectifs pour les jeux. Oui. Ça fait que, je vais faire écouter l'extrait, puis j'en parlerai après. Donc ça, c'est la tune Mausoleum Mash. Alright. En tout cas, je vais spoiler peut-être de quoi, mais le marchand, quand il chante là-dessus, ça doit être lit. C'est lit, là, c'est toute la mélodie. Il chante bien, là. Il chante assez bien. Ça fait que, c'est assez... c'est très électro, hein, quand même, là. Bon, ça fait que, c'est quoi un rhythm game comme ça? Roguelike rhythm? Ben, le rhythm game le plus connu, c'est sans doute Dance Dance Revolution, que vous connaissez sans doute. Bon, ça, c'est évidemment... c'est à l'ordinateur, c'est pas t'as pas à jouer avec tes pieds. Quoique ce serait en maudit à jouer avec tes pieds. Ça doit être le fun jouer avec tes pieds, celle-là. Ça serait le fun. Mais donc c'est un roguelike RPG, donc tu plonges un peu Dungeon Diver, là, tu plonges dans un donjon. Je vais baisser un peu parce que ça rend fou, ça. Mais t'as pas le choix de bouncer un peu en jouant pour garder le rythme. T'as pas le choix pour garder le rythme parce que il faut suivre la musique, donc le rythme. Il faut que tu fasses tout à ce rythme-là. Ça fait que c'est des cases. Les monstres sont des patterns. Ils bougent sur le beat aussi. Ouais. Le plancher, c'est un dance floor. Oui, c'est vrai! Ah oui, il change de couleur. Il change de couleur. En fait, c'est quand tu tues des monstres
en perdant jamais le beat comme un multiplicateur de points Ouais, puis cash. ouais. Puis là, quand t'es sur le multiplicateur, c'est là que le dance floor il change de couleur. Ouais, c'est lit. Puis là, tu pognes des objets, faut que tu creuses de plus en plus. T'as 5 mondes et 3 tableaux de chaque monde. Ouais. Puis il faut que tu aies un boss à chaque tableau. Puis que tu pognes des objets, des armes, t'as des sorts, t'as toutes sortes de choses comme ça. J'aime ça parce que les monstres aussi ils dansent quand Tout le ils monde se déplacent. danse. Tout le monde danse. Tout le monde a danse. du fun à Puis se faire péter. Puis ils ont tout le temps, c'est ça, mettons, c'est vraiment, il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup de, tu sais, mettons, les boss, là, je me suis pas pris de musique de boss, mais, tu sais, t'as, par exemple, c'est quoi, c'est King Konga, par exemple, qui est un gorille avec une conga line de zombies, là, genre. Ouais. Puis, mettons, la particularité, c'est que le dernier temps de chaque 2 mesures, faut pas que tu avances à ce moment-là parce que là, tu vas perdre ton beat. Fait que là, tout le monde arrête pendant un temps. Je comprends. Aïe. C'est quand même hot, là, tu sais. J'ai eu du fun. C'est vraiment un petit jeu. Mais c'est assez addictif parce que si les games se font vite, tu meurs tout le temps. Attends, ça veut dire que, tu sais, comme la tune genre Conga, c'est comme ça, le 4e temps, faut pas que tu bouges. Un peu comme ça. Mais c'est sur 8, je pense, au lieu d'être sur 4. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le visuel est malade. Le visuel, ouais, c'est ça. On l'aura pas tout de suite. Non. C'est notre secret. Ça nous appartient. Ouais. Mais c'est vraiment... Moi, je vais pas autant jouer que toi. J'ai joué un peu, mais c'est vraiment un jeu super le fun. C'est le fun, c'est drôle, c'est léger. Puis tu sais, le lore, c'est bon, évidemment, on s'en fout un peu. C'est genre... d'ailleurs, c'est ça. Là, je me suis... oui, il faut que je dise les affaires du jeu. C'est un jeu de la compagnie Brace Yourself Games qui date de 2015. Le compositeur est Danny Baranovsky, qui était pas vraiment connu avant ça, je pense. Okay. Vraiment, moi et sans doute beaucoup de gens ont acheté le jeu à cause qu'on est tombé sa musique. Ouais, non, c'est ça. On pourrait se faire un épisode juste de jeux qu'on a commencé à jouer à cause de la musique. Ouais. En tout cas, je sais pas si c'est vrai, là, je suis sur Wikipédia, qu'il y a des amis qui ils appellent le style de Danny Baranovsky du Spook House Rock. Parce que vu que c'était dans une crypte, un des gros boss, c'est le Necro Dancer. Le fameux Necro Dancer. Oui, le Necro Danseur. Fait que la musique est un peu spooky souvent. Ouais. Ça fait très Halloween-esque. Puis, en tout cas, c'est super le fun. C'est un petit jeu vraiment, là. Ceux qui ont Steam, vous irez voir, il est souvent pas très cher. Je pense qu'il est sur console aussi. Il est sur Switch. Il est sur Switch. Moi, je l'ai aux 2, juste pour dire. J'ai acheté aux 2. Il me semble que ça fait manette. Ça fait manette, mais ça se fait super bien parce que, tu sais, on s'entend qu'en gros, tu as les flèches. Puis pour te servir des items, c'est des combinaisons. À l'ordi, c'est des combinaisons de flèches. Tu utilises juste les flèches. De WASD. Ouais. Mais juste ça. Ou les flèches. Ou les flèches, je pense que les deux marchent. Ou le clavier numérique, si tu t'ennuies des vieux jeux. Là. Ouais, tu peux bloquer ton Power Glove dessus, j'imagine. Parce qu'en plus, un autre jeu qu'on a parlé, mais ça, j'étais pas super d'accord, c'était Exen, le jeu que je te parlais, l'espèce de dôme médiéval. Oui. Puis je suis allé sur un site parce qu'il y a des émulateurs de DOS maintenant en ligne, tu peux jouer à plein de vieux jeux. Puis la version PlayStation 64, c'est un port de l'ordi. J'étais allé rejouer, mais c'était les contrôles. Et puis c'était nostalgique, là. Contrôler avec ton clavier à droite, contrôle, c'était quelque chose. Tirer, c'était spacebar. On n'est plus habitué à ça. Moi, je me rappelais de tirer spacebar. Ça a tout le temps été ça. Oui. Ouais. Puis j'ai joué 5 minutes, puis j'étais tanné. Là, je veux dire. C'est l'époque de WASD. Fait que quand ça sort de ça me dit... J'ai-tu déjà parlé de ma touche W sur mon clavier? Elle doit plus être écrite. Elle est défoncée. Je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai mes petites idées, je te dirais. Non. Fait que juste pour finir là-dessus aussi, je voulais faire. Il y a beaucoup de petits clins d'œil, donc il y a plein de personnages que tu peux jouer. Le personnage principal s'appelle Cadence. Et évidemment, presque tous les bonhommes ont des noms reliés à la musique. Bon, une cadence, qui est un terme musical qui est souvent dans les compositions musique classique, beaucoup. C'était à la fin. C'était ce qu'on appelle une cadence. Ça a été traditionnellement un bout où l'instrument soliste faisait une improvisation. Aujourd'hui, quand on analyse des pièces, souvent les fins de phrases musicales finissent tout le temps par des cadences. Ils ont différents noms, différents... C'est bon. Ça, c'est le personnage principal, qui, elle, c'est comme une
une jeune fille, j'imagine, qui dans son village, le fermier manquait, puis là, il y a des gens qui disent qu'il Va danser. il aurait vu quelqu'un enlever le fermier et l'amener à la crypte du Necrodancer. Va danser. C'est à peu près ça. Là, Va danser, madame. Va danser. Fait que t'as Cadence. T'as aussi un personnage qui s'appelle Coda, qui est un autre terme musical. Je ne vais pas tout les expliquer, mais bon. T'as Mélodie. Ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. T'as un personnage qui s'appelle Aria, qui signifie air. OK. T'as ça, je l'ai trouvé bon, celle-là, parce que je pense que c'est un vrai nom, Dorian. Ah, le mode Dorian. Ouais, mais comme Dorian Gray. Le gars qui vieillissait pas parce qu'il y avait un tableau de lui, puis quand tu tues le tableau, il meurt, là. Ben, il me semble que c'est... Hey, dans le jeu, là, dans le jeu. Non, dans le conte, l'histoire, c'est un livre, là. Un peu... Dorian Gray, il me semble que c'est quelqu'un qui a une peinture de lui, puis ça l'a rendu immortel. Puis là, si tu pètes la peinture, ben, il meurt. Mais aussi, c'est le mode Dorien dans le jeu. Le mode Dorien, c'est beaucoup ça, mais je pense, overall, c'est un prénom qui existe. C'est vraiment gênant si je l'ai pas en passant. Genre d'un vrai fou. Correct, on oui, c'est ça, le portrait de Dorian Gray. Ah, mais intéressant. En tout cas, tout ça pour dire, c'est donc c'est un prénom qui existe. Il y a aussi qui d'autre? Tempo, bon, évidemment. Bon, whatever. Là. Bon. T'es rendu là, parce qu'il y a full de bonhommes. Dis-le donc, tu fais juste dire des termes de musique, dire que t'es bon. Là. Je connais ces mots-là. Guitare, fortissimo. Fait en tout cas, un petit jeu. C'est le fun de parler d'un jeu que j'ai eu du plaisir à jouer après parler de jeux pourris. Ouais, exact. Ouais, ça fait que c'est pas mal ça. C'est un jeu que j'ai fait des petites games récemment de ça. Ben ouais. Mais écoute, tu sais, même si on a parlé de jeux terribles, ça a quand même été un grand plaisir de couvrir ce sujet-là parce que, comme on a dit, moi, je pense que c'est mes sujets préférés. Là, c'est quand on en parlait tantôt, on peut parler de type de jeu, de baillon ou de compositeur, mais ça nous fait un petit peu plus courir, ces sujets-là. Oui. C'est comme, je trouve que c'est le fun, c'est intéressant, puis on est bien content d'avoir pu partager ça avec vous une fois de plus. Ça nous sort un petit peu de notre zone de confort. Ben ouais, puis vous autres, vous pouvez mettre dans votre petite zone de confort, puis vous mettre vos gros écouteurs surdimensionnés sur la tête. Là, avec... Il fait froid en plus aujourd'hui. Là. Par un petit feu, là, on l'a déjà dit l'autre fois. On met ta petite couverte de laine, plutôt un petit podcast d'Altef4. Couverte dans sécheuse. Écoute la voix de Pidge pour t'endormir. Là. Puis ça nous a, une fois de plus, fait plaisir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés à toutes et tous. Oui. Puis nous, on va se revoir pour un autre épisode. Un autre épisode de Altef4. Probablement dans 2 semaines. Ouais, dans 2 semaines. Puis si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais, ou sinon, vivez dans le déni. Au revoir. Merci.